on va débuter. Bonjour à tous, merci d'être là pour ce webinaire Jeunes en situation d'obésité et stigmatisation. Nous nous retrouvons donc pour le troisième webinaire de cet ordre, porté par Etna. Une présentation rapide d'Etna, qui est la plateforme régionale de développement de l'éducation thérapeutique pour la Nouvelle-Aquitaine. Nous avions déjà eu des premiers webinaires et le dernier en date concernait la vie affective et sexuelle des personnes atteintes de maladies chroniques. Aujourd'hui, nous traitons de la maladie obésité. Et au mois d'octobre, il y en aura un sur le sommeil et la maladie chronique. Si vous vous êtes inscrit, vous recevrez l'information en temps voulu. Ce webinaire est enregistré. Un replay sera disponible dans les prochains jours et les présentations des intervenants également seront disponibles sur notre site internet. Vous pouvez poser vos questions dans le chat par écrit uniquement. Nous transmettrons vos questions aux intervenants à la fin des 3 présentations. Pour ne pas perdre de temps, je vais donner la parole à Caroline Carrière pour débuter ce webinaire. Merci Alexia, bonjour à tous, merci de votre participation. Je vais partager mon diaporama. Hop. Donc, je suis Caroline Carrière-Julia, je suis la responsable administrative et la coordinatrice prévention et éducation thérapeutique du REPOP Aquitaine, qui est le réseau de prévention et de prise en charge de l'obésité pédiatrique. Et je vais vous parler sur des déterminants, facteurs de risque et conséquences de l'obésité pédiatrique, mais surtout du coup dans le prisme de la stigmatisation. Alors, il faut savoir que l'obésité et le surpoids pédiatrique... Ah, pardon. Vous voyez toujours mon diaporama? Oui? Donc, c'est une maladie chronique qui résulte d'un déséquilibre entre l'apport énergétique et la dépense énergétique et qui a de nombreuses conséquences à court, moyen et long terme que vous voyez sur ces deux schémas. Je ne vais pas forcément détailler, mais des conséquences sur le plan psychosocial, pulmonaire, gastro-intestinal, rénal, musculo-squelettique, endocrinien ou encore cardiovasculaire, que ce soit chez l'enfant comme chez l'adulte. Il faut savoir que les causes de l'obésité sont rarement, les conséquences d'une pathologie endocrinienne, syndromique ou génétique, et que dans la majorité des cas, elle est due à une intrication de facteurs que je vais vous présenter ici, qui sont des facteurs qui ont été identifiés par la Haute Autorité de Santé, à savoir des facteurs périnataux. Donc, dès la grossesse, il y a des facteurs de risque qu'un enfant développe un surpoids ou une obésité durant l'enfance, que ce soit une prise de poids excessive ou du tabac pendant la grossesse, un diabète gestationnel ou encore un excès ou un défaut de croissance fœtale. Le poids de naissance va également influencer ce risque, ainsi que le gain pondéral accéléré de l'enfant dans les 2 premières années de vie. Et bien entendu, le surpoids et l'obésité parentale sont également un facteur de risque du surpoids et de l'obésité chez l'enfant, de même que le manque de sommeil. Le handicap a été identifié également comme facteur de risque, qu'il soit moteur ou mental, les négligences ou les abus physiques ou sexuels durant l'enfance ou l'adolescence, des facteurs psychopathologiques ou encore des difficultés socio-économiques, un cadre de vie défavorable ou encore un style éducatif parental qui ne va pas être adapté. On parle maintenant beaucoup on a bien défini les styles éducatifs et donc les styles autoritaires, permissifs ou négligents seraient des styles éducatifs parentaux qui sont des facteurs de risque de surpoids et d'obésité chez l'enfant. Et bien entendu, il y a le manque d'activité physique, la sédentarité et l'alimentation. Donc tout ça pour vous montrer qu'il ne faut pas résumer un enfant en situation de surpoids ou d'obésité à un enfant qui mange trop et qui ne bouge pas assez. Il y a tous ces facteurs qui entrent en jeu dans le développement de sa pathologie.
Et ce schéma que j'aime bien montrer, qui date un peu de 2001, mais vous montre bien l'ensemble des facteurs qui influencent le poids de l'enfant, que ce soit des facteurs individuels, donc autour du poids, que ce soit son âge, ses habitudes alimentaires, ses habitudes d'activité physique, son temps d'écran, la prédisposition familiale à prendre du poids, ses apports alimentaires, son sexe ou encore ses caractéristiques et ses facteurs de risque. Et encore autour, il y a un micro-environnement et des facteurs interpersonnels comme l'interaction parent-enfant, le temps d'écran de la famille. Est-ce qu'il y a un contrôle de ce temps d'écran? Est-ce qu'il y a une pratique d'activité physique par la famille? Est-ce que les parents soutiennent l'enfant à pratiquer cette activité physique? La corpulence de ses parents, les préférences alimentaires et les connaissances nutritionnelles des parents, les aliments disponibles à la maison, ou encore les habitudes alimentaires de la famille. Et encore autour de tout ça, un macro-environnement influence ce risque de surpoids, que ce soit des situations socio-économiques, la dangerosité du quartier, des programmes d'activité physique au niveau scolaire, l'offre alimentaire à proximité, la facilité d'accès aux loisirs, l'offre alimentaire à proximité, le système de santé, les programmes de prévention ou encore la média et le presse. Donc tout ça pour vous montrer tout ce qui peut influencer la prise de poids d'un enfant. Et là encore, un schéma qui est bien parlant. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous le détailler. C'est un schéma qui a été fait par l'OMS. Et donc vous voyez où il y a la balance énergétique en petit marqué en violet et vous voyez tous les facteurs qui peuvent influencer la balance énergétique et tous les liens entre ces facteurs, toutes les interactions entre l'ensemble de ces facteurs. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'en fait, il y a une intrication entre ces facteurs de risque tels que la HAS les a définis et aussi la notion de vulnérabilité. Donc, je vous ai remis ici un peu des définitions. C'est vrai qu'on préfère parler de vulnérabilité que de précarité, puisque la précarité qui est différente de la pauvreté, mais est souvent associée à uniquement une précarité économique. Elle se définit par l'absence d'une ou plusieurs sécurités ou un enchaînement d'événements et d'expériences qui débouchent à une situation de fragilisation. Mais nous préférons utiliser le terme de vulnérabilité qui est un petit peu plus global, qui est au carrefour entre le sanitaire et le social. Et donc, être vulnérable, c'est être exposé à des menaces externes ou des facteurs de risque qui mettent à l'épreuve un certain nombre de ressources. Et du coup, parler de vulnérabilité permet une analyse plus globale de l'individu et de son environnement, en incluant des facteurs spécifiques de fragilité, mais aussi prenant en compte la situation familiale et le contexte communautaire. Ici, l'OMS en 2014 a mis en avant la combinaison des vulnérabilités qu'une personne en situation de surpoids et d'obésité dans un contexte de précarité économique peut avoir. Et donc, vous voyez, au niveau de la grossesse, il peut avoir peu de moyens financiers pendant le congé maternité, un pauvre statut nutritionnel de la maman, du coup, plus de probabilité que l'enfant ne soit pas exposé à une variété d'aliments ou de goûts, et plus de probabilité que l'enfant ait un petit ou un fort poids de naissance. Donc ensuite, il y aura une moindre probabilité que la maman allaite son enfant. Ensuite, durant l'enfance, il y aura plus de probabilité de la destruction de l'alimentation, moins de possibilités d'accès à des lieux d'activité extérieure sécurisés ou sécurisants et plus de temps passé devant des écrans. À l'âge adulte, il est probable qu'il y ait une habitation plus précaire avec des moyens matériels peu fiables pour cuisiner ou conserver les aliments, une moindre sociabilisation, plus de probabilité de développer un stress chronique, un faible revenu, un travail répétitif et peu de temps libre du coup pour une activité physique, et plus de probabilité de vivre près d'un lieu de vente discount ou avec la nourriture à forte densité énergétique. Plus de probabilité donc de prendre du poids aussi pendant la grossesse et de ne pas allaiter, plus de difficultés à l'accès aux soins, des difficultés pour payer les frais de soins et de santé, et plus de probabilité de ne pas avoir de temps libre pour sa prise en charge et plus de probabilité de souffrir de difficultés financières liées à la conséquence de la maladie. Donc, vous voyez toute cette combinaison de vulnérabilité au cours de la vie et vous voyez, si on reprend les facteurs de risque que je vous ai présentés tout à l'heure, ces vulnérabilités sont intriquées avec les facteurs de risque de surpoids et d'obésité. Chez l'enfant, on a défini plusieurs dimensions de vulnérabilité qui peuvent avoir un impact sur le poids, que ce soit une vulnérabilité économique, une vulnérabilité sociale, environnementale, éducative, sanitaire ou psychologique.
Et nous avons mené une étude auprès d'enfants suivis au centre spécialisé obésité du CHU de Bordeaux, qui a mis en évidence les fortes prévalences de chacune de ces dimensions de vulnérabilité. Donc, vous voyez, sur ces 252 enfants que nous avons étudiés, il y en avait près de 61% qui avaient une vulnérabilité d'ordre socio-économique. La moitié d'ordre sanitaire avec des pathologies de l'enfant ou des antécédents familiaux invalidants. Près de 40% avaient des difficultés scolaires. 33,7% avaient une vulnérabilité socio-éducative avec des accompagnements sociaux, des interventions TISF ou encore des signalements. Près de 30%, 28,7% avaient une vulnérabilité psychopathologique avec une prise en charge pédopsychiatrique ou encore des troubles de comportement, de retard mentaux ou de développement. Et 21% avaient d'autres vulnérabilités, fragilités, telles que des conflits familiaux importants, des déménagements fréquents ou difficilement vécus, des barrières de la langue ou encore un logement précaire. Donc, pour vous montrer que voilà, cette vulnérabilité existe vraiment chez les enfants et peut être très importante. Il faut savoir que donc il peut y avoir aussi un cumul de ces différentes dimensions de vulnérabilité. Dans notre étude, il y avait plus de 65% des enfants qui cumulaient au moins deux dimensions de vulnérabilité. Et aussi, il y a donc, comme je vous l'ai dit, une intrication de ces différentes dimensions de vulnérabilité et des facteurs de risque de surpoids et de l'obésité. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une situation de surpoids, d'obésité ne se définit pas uniquement par le niveau d'excès de poids. Il y a une vulnérabilité pluridimensionnelle qu'il est important de prendre en compte et d'intégrer pour développer une vision non stigmatisante, empathique et respectueuse. Nous avons initié un travail, donc le REPOP Aquitaine, en lien avec le centre spécialisé obésité pédiatrique du CHU de Bordeaux, pour créer un score permettant de repérer les différentes dimensions de vulnérabilité. Nous sommes en train d'ajuster, de valider ce score avec de nombreux professionnels et experts de la prise en charge de l'obésité pédiatrique au niveau national, qui permettrait du coup de mieux évaluer le niveau de complexité, qui se définit donc par un niveau d'excès de poids, les vulnérabilités et les complications, et permettre ainsi une meilleure graduation des soins, afin de proposer la prise en charge la plus adaptée à la situation. Il faut savoir quand même que la vulnérabilité est prise en charge, est reconnue et prise en compte dans les recommandations de prise en charge. En témoigne le guide de la Haute Autorité de Santé de 2022 qui met bien en avant l'importance de cibler les populations vulnérables et de graduer les soins selon la complexité en faisant une évaluation multidimensionnelle de l'enfant et de sa famille avec, vous voyez sur ce schéma, toutes les dimensions qu'il faut évaluer dans un contexte de surpoids ou d'obésité. Cette vulnérabilité est également prise en compte dans l'offre de soins actuelle, que ce soit dans les centres spécialisés obésité pédiatrique. Donc, vous voyez la carte sur la gauche qui prennent en charge les situations d'obésité complexe. C'est la prise en charge proposée par les réseaux de prévention et de prise en charge de l'obésité pédiatrique, les REPOP, prend également en compte cette vulnérabilité. Et actuellement, il y a de nombreuses expérimentations nationales dans le cadre de l'article 51. Donc, c'est des expérimentations pour essayer de faire entrer dans le droit commun le financement et la prise en charge du surpoids et de l'obésité. Et chacune de ces expérimentations prend en compte cette vulnérabilité. Ces offres de soins proposent des parcours de soins pluridisciplinaires qui vont être basés sur un diagnostic éducatif pluridimensionnel et partagé, qui vont toutes être dans une démarche d'éducation thérapeutique afin de prendre en compte les situations de vie, et tous vont vont co-construire des objectifs de prise en charge avec la famille pour favoriser des changements d'habitude de vie sans jamais se focaliser sur un objectif de poids. Il y a également la prise en compte de cette vulnérabilité on va dire au niveau national. En témoigne l'instruction relative à l'organisation des filières obésité qui est sortie, qui a été éditée le 20 septembre 2023 suite à un rapport du professeur Martine Laville et qui définit les grandes lignes de l'organisation de l'offre de soins. Et cette instruction mentionne bien que cette offre de soins doit être graduée pour permettre d'apporter une réponse adaptée aux patients en tenant compte de la complexité des diagnostics thérapeutiques. Donc, cette instruction en fait conduit à un travail dans chacune des régions au niveau des ARS pour la structuration de l'offre de soins afin de consolider le rôle des centres spécialisés obésité et des réseaux REPOP et de proposer une offre de soins dans les territoires les plus dépourvus.
Donc, à retenir, je voulais vous dire tout ça pour vous dire que l'offre de soins qui existe prend en compte cette vulnérabilité. Il y a aussi une dynamique nationale pour développer une offre de soins adaptée aux enfants et aux adolescents en situation de surpoids et d'obésité, qui va être basée sur une prise en charge pluridisciplinaire intégrant les différentes dimensions de vulnérabilité. Cependant, la prise en compte de ces vulnérabilités va dépendre de la posture individuelle de chacun des professionnels. Donc, il est important de se sensibiliser, voire même de se former lorsqu'on prend en charge des enfants en situation de surpoids et d'obésité. Donc, ici, quelques pistes de formation dans chacune de vos régions. Les centres spécialisés obésité ou les structures type REPOP proposent des formations continues qui peuvent être faites dans le cadre du DPC, formation pour la prise en charge et le dépistage des enfants en situation de surpoids et d'obésité. Il y a également un DU obésité pédiatrique. Donc, pour l'année scolaire prochaine, c'est l'Université de Bordeaux et Marseille, en lien avec nous, le REPOP et le CSO obésité pédiatrique du CHU de Bordeaux. Il y a également beaucoup de e-learning et des boîtes à outils sur la plateforme Banco. Je ne vais pas prendre forcément le temps de vous la présenter, mais c'est un site qui est vraiment intéressant, que ce soit pour la formation ou des outils. Je pense que vous l'avez dans la boîte à outils que la plateforme Etna a mis à disposition. Et également, il nous paraît très important de faire une formation en éducation thérapeutique du patient pour pouvoir proposer une prise en charge adaptée à cette pathologie. Je vous remercie. Merci Caroline pour cette présentation très claire. Je reprécise à tout le public que les références bibliographiques sont bien disponibles sur notre site internet. On a débuté le webinaire en l'absence de Philippe Marcoux, référent ETP de l'ARS Nouvelle-Aquitaine qui vient de nous rejoindre. Philippe, si tu veux dire un petit mot d'introduction. Oui, bonjour à tous. Désolé pour le retard. J'étais à une autre réunion où je ne pouvais pas partir et qui s'est beaucoup prolongée. Bon, j'avais prévu un discours introductif d'une heure et quart, mais du coup, je vais faire un peu plus rapide. Bon, c'était juste pour rappeler que l'obésité d'une façon générale et l'obésité infantile, plus particulièrement, c'est un vrai problème mondial, hein, et un problème français, européen, une vraie épidémie et que c'est une pathologie, des pathologies qui sont complexes et que la partie de stigmatisation, entre autres choses, rendait les choses encore plus difficiles que pour d'autres soins. Et donc je remercie Aetna et tous les partenaires qui ont travaillé là-dessus. Je pense que c'est un sujet aujourd'hui qui est primordial et qu'on est vraiment bien dans les missions d'Aetna et de l'ARS que d'essayer de faire monter le niveau de compétence, le niveau de connaissance et l'appréhension de cette problématique dans des dispositifs éducatifs tels que l'éducation thérapeutique du patient. Voilà. Voilà, je vais pas vous en dire plus. Je pense que ça sera beaucoup plus intéressant de laisser donc, je suis arrivé pour entendre la moitié de ce que disait Caroline. C'était déjà passionnant et j'attends les autres interventions. Merci beaucoup et puis bonne réunion. Merci Philippe. Je reprécise pour les personnes qui nous ont rejoints en cours de webinaire que vos questions sont collectées via le chat par écrit et nous les transmettrons aux différents intervenants à la fin des 3 présentations. Ce webinaire est enregistré, le replay sera disponible, ainsi que les présentations sur notre site internet après l'événement. On passe la parole à Rudy Caillet, docteur Caillet, qui est avec nous pour continuer les présentations. Est-ce que, Rudy, tu peux te présenter si tu nous entends? J'ai l'impression qu'il est figé. Ah, ok. Et voilà, il se reconnecte. Il est là. Voilà, Rudy, peux-tu te présenter avant qu'on lance ta présentation?
Oui, bonjour à tous. Évidemment, je suis dans le train et ça coupe au moment où je dois parler. Donc, on avait prévu de faire la présentation en vidéo. Donc, je suis praticien hospitalier, médecin nutritionniste. Je travaille au centre hospitalier de Colmar et je suis aussi médecin coordonnateur du centre spécialisé d'obésité Alsace à Strasbourg. J'ai un investissement en particulier dans l'obésité et dans la stigmatisation ou la lutte contre les préjugés et les stéréotypes. Et c'est cette sensibilité qui m'a amené à être sollicité et à participer à ce projet aujourd'hui de webinaire. Et cette sensibilité pédiatrique, elle m'est aussi dédiée du fait de la coordination régionale. Voilà, je suis aussi président de Stéréo, qui est une association qui travaille sur les préjugés et la stigmatisation dans l'obésité. Je vous remercie. Rudy, comme vous l'avez compris, voilà, Dr Caillet est dans le train. Donc, on va lancer sa présentation. Là, voilà. On va lancer sa présentation vidéo pour 19 minutes précisément. Je reste disponible pour les questions après, bien sûr, et pour la suite. Tout à fait. Merci. C'est parti. Bonjour à tous. Alors, on va parler de stigmatisation aujourd'hui et en particulier faire l'état des lieux de cette stigmatisation chez l'enfant. J'ai l'habitude, pour expliquer un peu de quoi il retourne, de montrer des images de Google Images que j'ai utilisées pour rechercher les images sur l'obésité en 2014. Et à l'époque, vous savez que Google Images renforce les résultats en fonction des images qui sont cliquées dans les résultats qui sont restitués. Et à l'époque, ce qui sortait quand on cherchait obésité sur Google Images en 2014, c'était ça. Alors le point commun, c'est que c'est spectaculaire. On voit des animaux, on voit un enfant qui est très fort et qui visiblement a beaucoup de difficultés à jouer au ballon. Et donc, l'obésité, qui est une maladie chronique, en 2014 était représentée comme ça. Et si on compare à la même recherche concernant l'asthme en 2014, qui est une autre maladie chronique, les résultats sont totalement différents. On voit de la physiologie, avec des coupes de bronches par exemple. On voit de l'épidémiologie, avec des cartes géographiques expliquant peut-être la prévalence de l'asthme. Et puis, on voit aussi des traitements, avec des inhalateurs et des personnes qui prennent des traitements. Et donc la présentation est évidemment beaucoup plus neutre que celle qu'on a pu voir de l'obésité, ce qui montre cette implication émotionnelle dès qu'on parle d'obésité. Les racines de la stigmatisation, elles sont historiques, elles dépendent des lieux et des temps, et elles vont être variables suivant évidemment la localisation, etc. Dans l'histoire occidentale, c'est le progrès de l'agronomie associé au progrès de la médecine qui a fait associer l'alimentation à la santé, et donc l'alimentation au corps, et comprendre que le corps, quand il était gros, était potentiellement malade, et associer une mauvaise alimentation à l'obésité. Tout ça est parfaitement décrit par Jean-Pierre Poulain dans son livre Sociologie de l'obésité, et de nombreux travaux ont eu lieu et ont été réalisés notamment par Rebecca Pull au Rudd Center. Tout ça a abouti à la marginalisation, les railleries et la stigmatisation des sujets en obésité. Les racines qui étaient historiques restent aussi individuelles, puisque très tôt dans l'enfance, nous sommes abreuvés d'images qui associent l'obésité et le corps gros à l'alimentation et à des traits de caractère des personnes en situation d'obésité qui sont plutôt négatifs. Alors l'exemple, c'est dans le petit Nicolas, l'Alceste, qui est le bon copain simple et gentil et qui est le gros qui mange tout le temps. Et en fait, tous les médias et toutes les représentations de la société nous orientent vers une vision et des conceptions qui sont péjoratives et négatives à l'égard des personnes en situation d'obésité. Tout ça, c'est renforcé par les mécanismes supposés de la prise de poids qui sont de manger trop
et de ne pas bouger assez ou ne pas assez dépenser d'énergie via l'activité physique. Or, la réalité est beaucoup plus complexe et on sait que la survenue de l'obésité est indépendante de la volonté et pour certains encore plus chez l'enfant. La stigmatisation, on va la décliner suivant plusieurs concepts. Le stéréotype est la caractéristique réductrice que l'on donne à une personne. Les préjugés sont les jugements envers la personne qui sont en rapport avec le stéréotype. Le stigmate est la caractéristique négative qui est attribuée à la personne. Stigmatiser, c'est poser l'étiquette dévalorisante et avoir une attitude négative envers le porteur du stéréotype. Et ça peut aboutir à la discrimination qui est d'infliger un traitement négatif à la personne. La stigmatisation, elle est ubiquitaire, elle est présente dans la société, dans l'entourage familial ou professionnel, et aussi dans le monde de la santé, puisqu'il n'y a pas de raison que les soignants qui font partie de la société échappent à cette stigmatisation qui est ubiquitaire. Elle peut être interpersonnelle, donc d'un individu à l'autre. Elle va être internalisée, c'est-à-dire que je vais m'approprier les concepts de stigmatisation et je vais les répercuter à mon propre compte, contre moi-même, autant que contre les personnes de mon entourage qui sont aussi en situation d'obésité. Elle est systémique, cette stigmatisation, donc présente partout dans la société, notamment d'un point de vue logistique. Ce sont par exemple les brassards à tension qui ne sont pas adaptés à la taille de mon bras quand je vais chez le médecin. Ça peut aussi être la taille des sièges quand je vais boire un verre avec des amis à une terrasse. Cette stigmatisation, elle peut être aussi anticipée. Et là, ça va être la personne en situation d'obésité qui va imaginer que du fait de son obésité, elle va devoir adapter son comportement et anticiper la façon dont elle va être reçue ou considérée par des personnes de son entourage ou des soignants. Enfin, il existe une stigmatisation par association, par exemple la chirurgie de l'obésité, qui est vue comme une solution de facilité, sera moins bien considérée face à une chirurgie, par exemple, contre le cancer ou une autre discipline, même d'un point de vue médical, par exemple. Il existe plusieurs niveaux de stigmatisation, suivant qu'il est implicite ou inconscient, ou explicite et conscient, ce qu'on appelle aussi la grossophobie, et qui est un terme que, personnellement, je préfère laisser aux patients ou au milieu militant. Les conséquences globales de la stigmatisation sur l'individu, en tout cas chez l'adulte, sont celles d'un modèle de stress biologique, d'une part, et elles vont être aussi sociales, comportementales, elles vont entraver l'accès aux soins et finalement altérer la qualité de vie. Tout ça aboutit à une dégradation de la santé et en plus une aggravation de la situation avec une augmentation du poids et une aggravation des complications et de moindres réponses au traitement lorsque des thérapies sont engagées. Sur l'attitude de l'individu, il y a une sorte d'enfermement et d'isolement. Il va se dire « je suis gros » et devant l'injonction de société de perdre du poids, il va se dire « je dois maigrir ». Or, il va être confronté à des mécanismes de résistance à l'amaigrissement et se sentir incapable de perdre du poids, penser qu'il n'a pas de volonté et qu'il est lui-même responsable de son échec. Il est coupable et responsable de son surpoids, il va s'isoler socialement et même médicalement et va dès lors éviter de consulter pour qu'on ne lui renvoie pas sa faute finalement et son manque de volonté, puisque de toute façon il sait ce qu'il faut faire et il n'y arrive pas. Tout ça aboutit à l'altération de l'image de soi, les troubles de la perception du schéma corporel, une mésestime de soi, une dévalorisation, la dépression, la démédicalisation ou sous-médicalisation, la restriction cognitive, les croyances, d'autres troubles des conduites alimentaires, et puis la sédentarisation et la spirale de l'échec. Chez l'enfant, suivant l'âge, lorsqu'il va être au sein d'une demande de prise en soin, par exemple, il risque d'avoir lui-même le sentiment d'être le problème. En plus de tout ce qu'on a pu évoquer auparavant, et suivant son âge, évidemment, il va se rapprocher plus de considération ou d'un vécu proche de celui de l'adulte qui est stigmatisé, ou se sentir impliqué et responsabilisé de son état, du fait de la consultation, par exemple, de ses parents
au sein d'une structure soignante. Quelques données chiffrées. Le sondage Odoxa fait pour la LCO, la Ligue contre l'obésité en 2020, révélait que 10% des enfants subissent des discriminations, mais pour les 8-17 ans, lorsqu'ils sont en situation d'obésité, c'est 40%, soit 4 fois plus. Révélait aussi que 22% des 14-17 ans subissent des discriminations, et ça passe à 35% s'ils sont en situation d'obésité. Et il faut savoir que ces chiffres sont encore plus forts chez les jeunes filles de 14 à 17 ans en situation d'obésité et montent jusqu'à 54% de discrimination vécue. L'étude Action Teens sur 10 pays et de nombreux adolescents, les aidants, les proches et les soignants conclut que 65% des adolescents vivant avec l'obésité pensent que la responsabilité de perdre du poids leur revient et que 47% relatent ne pas se sentir bien de parler de surpoids avec les professionnels de santé. Les conséquences de la stigmatisation pour l'enfant, elles vont être une baisse des performances scolaires, la désocialisation, l'insatisfaction corporelle, le haut risque de troubles des conduites alimentaires, bref, elles sont psychosociales de façon très importante. Le simple fait, par exemple, d'être qualifié de trop grosse par les membres de sa famille augmente de 60% le risque d'être en situation d'obésité 10 ans plus tard, par internalisation du stigmate. Et il faut savoir aussi que le simple fait d'avoir un abord négatif du poids dans la famille va imprégner l'enfant et nourrir une stigmatisation internalisée qui va être de plus en plus forte et qui sera plus puissante encore chez les filles que chez les garçons. Pour conclure, l'enfant s'imprègne de la stigmatisation au contact des adultes et cela a des conséquences psychosociales majeures, aggravant potentiellement l'état psychosocial antérieur. Qui stigmatise ? Dans cette étude de Rebecca Pull sur 6 pays, on se rend compte que 76% sont des membres de la famille, sont stigmatisés par les membres de la famille, 72% par les copains de classe, 63,5% par les médecins et un peu moins par les professeurs d'école ou les infirmières. Il faut savoir aussi que les préjugés sur le poids apparaissent avant l'âge de 3 ans et sont associés en général aux préjugés des parents. Globalement, ce qu'on dit aujourd'hui pour réduire la stigmatisation, c'est aussi travailler sur les préjugés et la méconnaissance de l'obésité et de ses causes. Il faut aussi penser à changer de paradigme. Plutôt que de parler uniquement du poids comme quelque chose de négatif, on peut parler déjà de son homéostasie ou de sa régulation et en parler comme d'un stockage énergétique. Et avoir évidemment de fait une approche moins pondéro-centrée et pouvoir de cette manière-là diffuser un autre regard au travers de la diffusion de la connaissance sur l'obésité. On a besoin d'agir à différents niveaux ainsi que de toutes les manières possibles pour sensibiliser et modifier le système de pensée de la population. Il faudra donc probablement bouleverser certaines notions, à savoir que peut-être la stigmatisation est une des premières complications de l'obésité, et penser aussi une nouvelle définition de l'obésité centrée plus sur la dynamique de stockage que sur la simple augmentation du capital de masse grasse. Quelques repères pour le soignant et pour l'accompagnant. Déjà dans l'attitude, sortir de ses propres croyances et anticiper leur impact potentiel, que ce soit seul ou au sein de son équipe. Proposer un environnement de soins adapté à toute corpulence pour éviter toute stigmatisation systémique. Écouter l'enfant, l'adolescent, ses parents, leur histoire et leurs objectifs. Définir un champ lexical commun avec la famille et l'enfant. Savoir quels mots utiliser. Est-ce qu'on parlera de surpoids ? Est-ce qu'on parlera d'obésité ? Est-ce qu'on pourra citer le mot gros ou grosse ? Ça, finalement, il n'y a pas de recette et l'important, c'est de pouvoir s'entendre sur les mots pour ne pas être brutalisant. Utiliser un langage centré sur la personne. On ne dira pas un obèse ou un enfant obèse, on parlera d'enfants en situation ou vivant avec une obésité. On peut aussi définir le poids comme un symptôme potentiel, mais aussi potentiellement réversible de la maladie obésité, puisque celui-ci ne va pas forcément durer toute la vie, et il n'est l'expression finalement que de la pathologie sous-jacente. On peut aussi déculpabiliser en explicitant les causes de l'obésité qui sont pour la plupart
indépendante de la volonté, comme on l'a montré sur le diagramme de Forsyth tout à l'heure. Les objectifs, finalement, vont être de cibler le maintien de l'intégration sociale de l'enfant, ainsi que son bien-être psychique. On parlera d'objectifs de santé et de bien-être, plutôt que de parler de poids et de perte de poids. On utilisera évidemment tout ce qui est de techniques d'entretien motivationnel et d'ETP pour accompagner la famille, l'entourage et l'enfant. Il faudra expliquer l'intérêt d'un accompagnement médical et du suivi régulier face à une maladie chronique évidemment, évoquer la nécessité d'un recours à d'autres acteurs de santé et évoquer aussi une coordination avec l'école ou les différents milieux fréquentés par l'enfant, toujours dans le but de préserver au maximum son intégration sociale et bien dans l'idée de soutenir l'enfant pour qu'il se construise une identité sociale positive malgré la présence de cette différence due à la maladie. Pour ce qui est de la thérapeutique, de la même manière, il ne faudra pas tout axer sur le mode de vie, car c'est culpabilisant et souvent peu efficace. On pourra solliciter des changements de mode de vie, mais seulement s'ils sont nécessaires, et pas forcément systématiquement adressés à la diététicienne si on n'a pas relevé de choses problématiques et qui pourraient compromettre la santé de l'enfant au long terme. Il faut éviter de donner l'impression que tout dépend de sa volonté, car c'est faux. Il faut valoriser les efforts plutôt que les effets sur la corpulence, c'est-à-dire tous les changements qui avaient besoin d'être mis en place et qui ont été mis en place, concernant peut-être le mode de vie, mais pas forcément uniquement tout ce qui concerne la variation du poids sur la balance. Le but étant de souligner le gain en santé finalement et en fonctionnalité au quotidien, le fait de pouvoir courir, jouer avec les copains par exemple. Pour rappel, au mois de juin, là, vient de paraître une méta-analyse Cochrane sur l'évolution de l'indicateur IMC sur les modifications du mode de vie dans le suivi pédiatrique. Une série d'interventions axées sur l'activité physique, seules ou combinées à des interventions diététiques, peuvent avoir un effet bénéfique modeste uniquement sur l'obésité infantile à court et à moyen terme, mais pas lors d'un suivi à long terme. Et par ailleurs, les interventions diététiques seules peuvent n'entraîner que peu ou pas de différence. Ça veut dire que on a vraiment la possibilité de s'éloigner de tout ce qui était centré sur les modifications du mode de vie, en particulier chez l'enfant, devant une probable inefficacité au long cours de ces différentes mesures. Et donc on peut vraiment axer notre prise en soin sur le psychosocial et la préservation de l'identité, de l'estime de soi, de la confiance en soi et de son intégration au sein de sa famille et de ses différents milieux pour l'enfant. Après, je voudrais parler de la stigmatisation par association qui va concerner les parents. Les parents d'un enfant en surpoids vont être culpabilisés et quelque part responsabilisés de l'état de santé de l'enfant et donc de l'état de santé avec l'obésité. Ce qui fait que les parents vont être stigmatisés de cette manière-là. Il va y avoir une sorte de risque de déchéance du droit parental par dévalorisation avec un risque de mise en échec. Il faudra bien, quand on est soignant, toujours réintégrer les parents dans leur rôle de parents, leur donner finalement des outils et une position qui leur permettent de garder cette attitude de parents et ne pas leur faire perdre ce sentiment d'efficacité et de protection de l'enfant. Le risque aussi, c'est que si les parents sont stigmatisés, ils vont vouloir induire des restrictions chez l'enfant, peut-être pour bien faire, sur l'idée de l'ancien paradigme de faire manger moins et bouger plus, et le risque c'est de dégrader l'estime de soi de l'enfant, de faire augmenter son insatisfaction corporelle, le rejet du corps, et d'alimenter les troubles des conduites alimentaires. Et puis, le risque aussi de cette stigmatisation par association, c'est l'altération du lien entre les parents et les professionnels de santé, et une baisse finalement de l'engagement thérapeutique familial et une désertion de la filière de soins. Le guide du parcours de soins, surpoids et obésité de l'enfant et de l'adolescent, contient plusieurs paragraphes
à propos de la stigmatisation et donne des conseils et quelques recommandations pour s'éloigner de toute attitude stigmatisante ou jugeante ou dévalorisante, que ce soit envers l'enfant autant qu'envers les parents. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Rudy pour cette présentation extrêmement intéressante et qui, je pense, bouscule nos représentations, nous tous qui sommes en lien avec des enfants en charge d'éducation, quelles que soient les relations, qu'elles soient de soins, d'éducation, de sport. Voilà. Et donc effectivement, cette méta-analyse Cochrane insiste d'une manière très importante sur les critères psychosociaux et sur cette prise en soin. Donc, je vous propose de noter éventuellement vos questions au fur et à mesure des présentations sur le chat, de manière à ce qu'on puisse donner la parole à Alina Constantin, qui est donc usager partenaire, et nous pourrons ensuite traiter de l'ensemble des questions après sa présentation. Je t'en prie, Alina. Merci Alexia. Et merci Caroline et merci Rudy pour vos belles présentations. Je commence par dire que ça a été vraiment un plaisir de collaborer avec vous tous sur la préparation de ce webinaire et que j'ai beaucoup appris à votre contact. Alors, me concernant, je suis usagère patiente partenaire en obésité, donc j'ai une expérience vécue de l'obésité. Et je suis engagée dans le monde associatif depuis quelques années maintenant. Je suis présidente du conseil de patients de la Ligue nationale contre l'obésité, qui est une association nationale et qui représente une quarantaine d'associations locales, en fait, régionales. Et je suis aussi vice-présidente d'une association locale qui se trouve à Mérignac, en Gironde, et qui s'appelle C'est qui disent, le Cercle des kilos disparus. Et récemment, j'ai aussi co-créé avec des collègues, et je suis la présidente d'une association qui s'appelle Expo, Expertise Obésité. J'ai d'autres engagements. J'ai été membre du groupe de travail de la Haute Autorité de Santé au sujet du guide de parcours de soins en surpoids et obésité de l'adulte. Et je suis membre de l'AFERO, je suis membre d'ETNA aussi, et membre de la coalition européenne des patients vivant avec une obésité, donc au niveau européen. Voilà pour ma présentation. Maintenant, je vais vous partager ma propre présentation. Donc, est-ce que tout le monde la voit? Je pense que c'est bon. Voilà, donc le titre de ma présentation, c'est Stigmatisation et obésité pédiatrique, expérience vécue et relations d'accompagnement. Alors, est-ce que ça va marcher? Oui. Voilà, donc on va commencer par vous parler en fait de moi, parce que c'est le rôle des patients partenaires. C'est en fait d'étayer les propos des professionnels et ça, vous allez voir en fonction de ce que je vais vous dire, c'est que ça tombe pile dans ce qui a été dit de manière théorique auparavant dans les deux présentations précédentes de Caroline et de Rudy. Donc voilà, mon histoire de vie, c'est aussi mon histoire de santé, c'est mon cas clinique. Et en fait, l'histoire de mon obésité et de ma pathologie, de mes pluripathologies, commence avant même la naissance, parce que ma maman avait des tendances anorexiques, elle était aussi très anxieuse au moment de la grossesse. Et donc, j'ai manqué de nutriments et de variété alimentaire. On sait très bien que c'est annonceur en fait, d'un surpoids plus tard et d'une obésité. Ensuite, bon, pendant la petite enfance, il y a aussi une autre histoire. Vous voyez sur le côté des photos,
pour voir un peu mon environnement familial, à la fois voilà, comment j'ai vécu, mais aussi d'un point de vue génétique. On voit bien que j'ai un papa qui est grand, un, un- un grand-père aussi, et une grand-mère, la grand-mère paternelle, qui vivait avec une obésité aussi. Et c'est elle, pendant les premiers mois de ma vie, qui, en absence de ma mère qui travaillait, a utilisé l'alimentation pour calmer mes émotions et voilà, le sentiment de manque de ma maman. À 8 ans, j'ai vécu un événement traumatique, un accident domestique, j'ai été brûlée. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai pu identifier plus tard, bien plus tard, le moment où j'ai fait vraiment appel pour la première fois de manière compulsive. J'ai fait face aux émotions par l'alimentation émotionnelle et par des compulsions sucrées. Euh, Ensuite, j'ai grandi, j'étais plus grande que la normale. En fait, je mesure 1,84 m hein, en hauteur à l'âge adulte. Et à 13 ans, j'étais déjà très grande. Comme vous voyez, mon père, en fait, il a ma taille d'aujourd'hui. Et moi, à 13 ans, sur la photo en haut, je mesure 1,76 m. Donc, on m'a fait un traitement, on m'a fait prendre un traitement hormonal pour arrêter la croissance et j'ai eu un gain très, très rapide de poids suite à ce traitement, avec des complications qui sont arrivées, des complications hormonales qui sont arrivées par la suite, au déclenchement d'un diabète de type 1 euh, 10 ans plus tard, avec une résistance à l'insuline et l'apparition d'un syndrome métabolique. Et ensuite, d'autres pathologies en lien avec le surpoids et l'obésité se sont rajoutées, comme l'hypothyroïdie, l'hypertension artérielle, l'apnée du sommeil. Euh, L'hyperphagie a été diagnostiquée à 44 ans, mais comme je vous ai dit, en fait, cette histoire avec les troubles des conduites alimentaires commence très tôt chez moi. Et aussi la TDAH, donc les troubles euh, du développement avec ou sans hyperactivité. Et ça a été aussi très, très tardivement diagnostiqué. N'empêche que je l'avais aussi quand j'étais enfant et donc ça n'a pas été ni traité ni pris en compte. Et pour finir, c'est aussi important à dire que j'ai eu un désir de maternité qui n'a pas été satisfait. Et c'était aussi suite à la stigmatisation médicale à la fois implicite et explicite. Et ça a duré une douzaine d'années, en fait, ce processus-là. Pour moi, la stigmatisation pendant l'enfance et l'adolescence est comme un fil rouge, elle est présente partout. Évidemment, là, ce que je vous présente, c'est une vision plutôt négative des choses. C'est un état de fait. Évidemment, il n'y a pas eu que ça. J'ai eu une enfance à la fois heureuse, avec plein de choses qui m'ont été offertes par mon environnement familial et euh, je n'étais pas mal en fait, hein. Vous allez voir au milieu là une petite photo de moi avec une couronne de fleurs. Ça voulait dire que j'ai eu le premier prix. J'avais 8 ans à l'époque. Euh, mais la stigmatisation a fait malheureusement un travail, on va dire, de sape, de déconstruction dans mon développement et l'a empêché à ce que ça se fasse de manière équilibrée. Et j'ai été, par exemple, victime de stigmatisation intrafamiliale avec des insultes et même des violences physiques avec beaucoup de critiques. Les critiques étaient incessantes par rapport à mon corps, à ma corpulence, voilà, et à mon comportement parce que on voyait bien, ils voyaient bien, mes parents, que j'avais tendance à manger des sucreries et que la partie émotionnelle, que je gérais mes émotions par rapport à l'alimentation. Et comme ils n'avaient pas d'éducation par rapport à ça, ils étaient démunis, ils ne savaient pas comment réagir, ben, du coup, ils essayaient de me faire prendre conscience de la problématique, mais en s'adressant à moi de manière inadaptée euh, bon, pas malveillante évidemment, mais inadaptée. Donc j'étais trop gourmande, j'étais belle mais grosse. Mon papa m'a toujours dit ça. Il n'y avait pas de compliments sans le mais derrière.
Et puis j'ai connu un régime restrictif continu. Ma mère n'a jamais, ou alors très rarement et uniquement pour des occasions où il y avait des invités, fait de dessert fait maison. À la maison, on n'a pas eu de dessert. Et voilà. Donc, au niveau scolaire, ça n'a pas été beaucoup mieux. À 10 ans, j'ai vécu vraiment une situation extrêmement compliquée où ma professeure principale, a tourné contre moi les élèves de la classe. C'est quelque chose qui m'a vraiment marqué à l'époque parce que j'étais trop grande, parce que j'étais un enfant en plus, parce que je prenais trop de place, parce que j'avais une personnalité trop expansive. Et j'étais vue comme mûre et j'ai même été sexualisée par elle. Elle allait raconter à mon papa que j'avais un petit copain, alors que c'était évidemment faux à 10 ans. Euh, voilà, donc c'était vraiment une expérience très traumatisante. Ensuite, il y a eu la stigmatisation faite par les médecins qui me disait d'arrêter de trop manger, qui m'expliquait à moi qu'il fallait que je prépare toute seule ma nourriture et que je ne devais pas manger quelque chose de transformé que moi-même je ne pouvais pas transformer. Enfin, c'était aussi compliqué pour moi de pouvoir entendre tout ça. Et en fait, ça m'a plus fait peur qu'autre chose. Et ça me dévalorisait parce qu'on me disait que je manquais de volonté. Et c'était en parallèle de la prescription de régimes restrictifs et aussi, comme je disais, de traitements nocifs pour la santé globale. Donc, pour arrêter ma croissance, on m'a fait prendre des corticoïdes qui étaient vraiment mauvais. Ensuite, plus tard, pendant le lycée, j'en parle aussi parce que on n'en parle pas souvent, mais quand on est en surpoids, en tant que fille, en tant que jeune femme, on est déconsidéré en fait par les partenaires potentiels. Donc voilà, les garçons m'intéressaient et j'intéressais les garçons, mais pas de la bonne manière. C'est-à-dire qu'ils avaient tendance à me cacher, ils avaient tendance à me sexualiser, à m'objectifier, à ne pas me manquer et à me manquer de respect. Et j'avais aussi, j'ai essuyé pas mal d'insultes et de critiques sur le poids, ce qui a fait que ben, du coup, je ne pouvais pas garder de petits copains, c'était compliqué pour moi. Et je n'étais pas heureuse de ce point de vue-là. Et puis, j'ai eu pas mal, donc je parle d'employeurs. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé pendant le lycée et la faculté, les premières années, dans des stages. Et ben, j'ai eu la mauvaise surprise à ce que j'ai l'intérêt d'hommes mûrs euh, qui, euh, qui m'ont montré de l'intérêt, un intérêt inapproprié. Et donc, pour moi, c'était de l'harcèlement sexuel, en fait. Et aussi, j'ai trouvé que je n'étais pas respectée par rapport à ça, par rapport à ma corpulence. Donc, on me considérait que je pouvais être sous-payée, que j'étais corvéable et que je n'avais qu'à répondre à toutes leurs demandes. Et aussi, ce qui est important à dire, c'est que je me suis construite, en fait, de manière rebelle, en réaction. Je n'étais pas en coopération, en collaboration. Je ne me suis pas sentie soutenue. Euh, et donc, j'ai volé de l'argent de poche pour acheter de la nourriture parce que je ne pouvais pas manger chez moi. Chez moi, j'étais complètement restrictionnée. Et je remplaçais mes repas avec des sucreries. C'était effectivement pas bon. Et donc, au niveau de la personnalité, mes compétences psychosociales, je les ai développées en inadéquation avec ma nature profonde. Euh, et j'ai manqué d'estime de moi. Je me suis rebellée, j'ai souhaité démontrer que je pouvais m'affirmer, mais pas de la bonne manière. Euh, J'étais triste, j'avais un sentiment d'inadaptation et j'étais très en colère parfois. Et surtout, j'ai exprimé tout ça par de l'alimentation émotionnelle. Et donc, cette violence ordinaire qui a été omniprésente dans ma vie, elle a été beaucoup plus présente que l'amour inconditionnel et le respect et le soutien que les enfants devraient recevoir pendant leur période de développement. Et donc, du coup, je me suis construite sur des traumas affectifs et sur des violences. Et j'ai développé une personnalité dans le temps, addictive, et un rapport d'opposition à l'autorité. Et donc, c'est aussi cette partie de TDAH non diagnostiquée avec cette partie de stigmatisation a fait que je me suis construite en étant frustrée, en défiance, en anxiété, avec une forte charge mentale par rapport à des sujets qui, normalement, n'auraient pas dû avoir autant d'importance dans ma vie. Et je me suis beaucoup dévalorisée par rapport à ce que les autres disaient et pensaient de moi.
j'ai beaucoup intériorisé cette culpabilité par rapport au régime que je n'étais pas capable de tenir à long terme. Et donc, ces injonctions à la fois restrictives et punitives. Et donc, le tout a contribué, c'est la conclusion de cette présentation personnelle, en fait, mais on est très nombreux à être comme ça, hein, on l'a vu dans les études, c'est que toutes ces choses contribuent à un mauvais état de santé, à la fois physique et mentale, et ça a abouti en début de l'âge adulte à l'apparition et ensuite à l'aggravation de l'obésité, sachant que j'ai donc gagné ou pris plus de 80 kilos en espace de 20 ans. Donc maintenant, pour étayer ces propos-là aussi d'une autre manière et en complémentarité de ce qui a été dit jusqu'à présent, je voudrais vous faire un petit focus sur l'étude Action Teams qui a été faite en 2022, qui identifie les perceptions, les attitudes, les comportements et obstacles aux soins de l'obésité parmi les adolescents. Donc, on compare en fait les adolescents, les parents et les professionnels de santé. Et ce qu'on a découvert, c'est que leurs perceptions ne sont pas alignées en ce qui concerne l'obésité, les motivations à la perte de poids et les freins à cette perte de poids. Les ados perçoivent leur poids comme supérieur à la norme, effectivement, donc ils sont conscients, s'inquiètent de son impact sur la santé et ils ont tenté de perdre du poids et ils souhaitent retenter de perdre du poids. La motivation principale étant qu'ils souhaitent être en forme et en meilleure santé. Tandis que les parents ne sont pas forcément au courant de cette préoccupation constante et importante, ni des tentatives de perdre du poids. Et la famille sous-estime l'impact de l'obésité sur les ados. Et surtout, les professionnels de la santé, ils pensent que les motivations et les obstacles à la perte de poids sont non pas la santé, donc le désir d'être en forme, mais de ressembler aux autres, d'avoir une meilleure confiance en soi, d'avoir une meilleure vie sociale. Et les freins à la perte de poids pour les professionnels de la santé sont le manque de motivation, les mauvaises habitudes alimentaires et le manque d'exercice, alors que pour les ados, les freins sont plutôt un manque de contrôle de la faim. Donc, ils ont du mal à contrôler leur sensation de faim et de satiété. Malheureusement, les ados se sentent responsables de leur perte de poids et donc ils ont du mal à demander de l'aide, ils ont du mal à avoir une conversation honnête et une communication avec les parents et les professionnels de la santé, tandis que les professionnels de la santé, eux, ils ne considèrent pas que les ados sont responsables de leur perte de poids, mais ils ne sont pas non plus au courant de ce qui se passe, c'est-à-dire qu'ils signalent moins de tentatives de perte de poids que les déclarations des adolescents. Et les professionnels de la santé conseillent tout de même, c'est toujours la même chose, améliorer les habitudes alimentaires, devenir physiquement plus actif, passer moins de temps devant les écrans, comme principale méthode et stratégie pour perdre du poids. Alors que les adolescents, eux, ils considèrent que ce ne sont pas les professionnels de la santé qui vont pouvoir les aider au mieux. Ils prennent toutes les informations dont ils ont besoin, prioritairement sur les ressources qu'ils ont en ligne, comme les réseaux sociaux et YouTube. Alors, ce qui est important à comprendre, en fait, c'est que les professionnels de la santé ont besoin, ils ont exprimé ce besoin-là, de soutien supplémentaire au niveau de la formation, parce que moins des 3% des professionnels de la santé interrogés ont bénéficié d'une formation avancée en obésité. Et donc, pour eux, c'est important pour pouvoir aborder les perceptions erronées et améliorer la qualité de soins. En conclusion, il est important donc d'améliorer la communication entre les trois, les ados, l'entourage familial et les professionnels de la santé. Et il y a un fort besoin de soutien éducatif, à la fois pour les familles et pour les professionnels de la santé sur les expériences, les défis et les besoins des adolescents. Cette étude a été soutenue et portée en fait par la Coalition européenne des personnes vivant avec une obésité et notamment par une série de podcasts avec des adolescents européens. Vous avez là le lien pour pouvoir les écouter si vous le souhaitez. C'est en anglais. Et vous avez aussi l'étude à pouvoir consulter
si vous le souhaitez. Je voulais faire aussi un focus sur la méthode des 5 A, dite des 5 A de l'obésité pédiatrique, qui a été publiée par Obésité Canada. Pourquoi? Parce que il s'agit d'une stratégie d'intervention comportementale qui a le potentiel d'améliorer la prise en charge de l'obésité en soins primaires. Et les principes clés, je ne vais pas les détailler, nous n'aurons pas le temps, mais ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que c'est au-delà, ça doit aller au-delà du chiffre sur la balance. Le soin de l'obésité vise à améliorer la santé et le bien-être et non pas simplement réduire ce chiffre. Et le succès de la prise en charge doit être mesuré par des changements de comportement favorables à la santé, une amélioration de la santé globale. Et en fait, ce sont les comportements en santé améliorés qui peuvent conduire à des améliorations significatives dans la santé et le bien-être. Et ça, indépendamment d'une perte de poids, qu'elle soit mineure ou même inexistante. La stigmatisation, évidemment, comme je l'ai aussi raconté avec ma propre expérience, constitue un frein pour le soin de l'obésité. Elle est liée, elle est liée en fait à un impact très négatif sur l'estime de soi, la qualité de vie et entraîne l'isolement social, comme disait aussi Rudy. Et ils sont souvent, les enfants sont souvent victimes d'harcèlement, dont scolaire, et les parents, les familles ont peur de jugement et donc elles ont du mal à chercher un soutien, un accompagnement médical pour leurs enfants. Les professionnels de la santé devraient se garder de faire des présuppositions concernant les comportements en santé des familles et des enfants et des adolescents, parce qu'on ne sait pas, en fait, on ne sait pas si les familles ont déjà entamé des changements ou alors s'ils ont déjà des comportements favorables à la santé. Ce qui est très important à comprendre aussi, c'est que les interventions devraient adresser les causes de l'obésité et viser à supprimer les freins qui empêchent les familles à faire des changements favorables à la santé. Donc, on doit identifier ces causes, les adresser et on doit aussi prendre en compte en fait les complications qui sont liées au surpoids et qui peuvent freiner la prise en soin efficace de l'obésité. Aussi, on ne doit pas poursuivre d'avoir un IMC idéal chez un enfant. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas objectivement atteignable et c'est délétère en fait pour la santé. Ça peut conduire à un sentiment d'échec à la fois des enfants et des familles parce que en fait, l'obésité est une maladie chronique. Et donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est accepter les enfants, les aider à travailler sur la satisfaction corporelle et l'acceptation de leur taille et sur la promotion des comportements favorables à la santé. C'est la seule chose qui peut être faite. Il faut comprendre aussi que le succès, ce n'est pas une question de perte de poids, encore une fois. Ça dépend, ça change d'une famille à l'autre. Chaque enfant est différent, chaque famille est différente et ils ont des ressources et des capacités différentes pour procéder à des changements et à avoir une vie favorable à la santé. L'idée, c'est qu'il faut définir le succès comme une meilleure qualité de vie, une plus grande estime de soi, des niveaux d'énergie plus élevés, par exemple, et surtout la prévention d'une prise de poids ultérieure ou voilà, une perte de poids modérée, c'est aussi très, très bien à poursuivre. On va très rapidement passer par les 5 A. Alors, la première, c'est l'autorisation. C'est une première étape importante parce que le poids est un sujet sensible, justement par cette spécificité de peur de jugement et de culpabilisation qui conduit à la stigmatisation. Donc, il faut éviter cette posture jugeante, sans culpabilité, sans préconception sur le style de vie ou la motivation. Et il faut reconnaître aussi que la perte de poids est difficile et que son maintien aussi peut s'avérer difficile. Il faut explorer la réceptivité à changer, reconnaître que les parents, les enfants peuvent être à des stades différents et surtout avoir cette approche centrée sur la famille qui est collaborative et initier le changement lorsque tout le monde est prêt, parce que le contraire peut conduire à la frustration, peut freiner les futurs changements pour des comportements en faveur de la santé. On peut aussi utiliser les entretiens motivationnels, ça c'est important aussi, c'est toujours dans l'autorisation. Donc avec des questions ouvertes, une écoute active, réponse validant les expériences
reconnaître que ce sont les enfants et les parents qui sont au centre du soin et donc de l'alliance thérapeutique. Et encore une fois, s'ils ne sont pas prêts, on peut ajourner cette discussion, mais ne pas insister. Par exemple, des questions qui peuvent débuter une discussion. Est-ce que vous êtes préoccupé par la santé de votre enfant? Est-ce que vous êtes préoccupé par le poids? Est-ce que cela vous va si nous parlons du poids de votre enfant? Et surtout, en fonction de l'âge de l'enfant et de son stade de développement, il est parfois préférable de parler uniquement aux enfants parce que ça peut avoir un effet délétère sur les enfants. Aussi, lorsqu'on est en consultation, il faut créer un environnement favorable à l'accueil des personnes en situation d'obésité avec des endroits adaptés, des personnes à limite supérieure de poids, un matériel médical adapté, des meubles adaptés et ainsi de suite. Ensuite, on doit analyser, donc lister et évaluer les risques liés à l'obésité et aux causes du surpoids, et les causes du surpoids. Phénotyper l'obésité de manière correcte. Les Obésité Canada parle du système Edmonton, mais lui, il a été pris en compte dans l'outil de phénotypage de la Haute Autorité de Santé qui a été publié dans les dernières recommandations. Ensuite, l'étiologie de l'obésité, il faut aussi l'analyser. Donc, endocrine, monogénique, syndrome génétique, atteinte hypothalamique, épigénétique, tout ça, ça rentre en ligne de compte. Et puis aussi prendre en compte toutes les causes de l'obésité, le sommeil, sédentarité, alimentation, santé mentale, activité physique, médicale et ainsi de suite, environnementale. En ce qui concerne l'étape suivante, c'est l'avis. Donc, donner son avis sur les risques de l'obésité pour la santé, pour les bienfaits d'une modeste perte de poids ou la stabilisation sur la santé. Aussi, très important, la nécessité d'une stratégie à long terme, puisque la récidive dans le poids, dans la gestion du poids, est inévitable lors de l'arrêt d'une stratégie thérapeutique. Et les options de traitement sont centrées sur la famille, donc, et surtout les comportements. Ensuite, l'accord. Il faut se mettre l'accord sur les attentes, les objectifs et les changements comportementaux réalistes pour perdre du poids. Et ensuite, avoir des détails précis sur le plan de traitement. Donc, ne pas centrer les attentions sur d'objectifs de poids spécifiques. La perte de poids n'est pas une fin en soi. Et le plan doit être réaliste et durable en tenant compte des objectifs des enfants et de leurs parents. Et ça, on le sait, ils peuvent être différents. Et ensuite, on passe dans la phase d'aide où il faut aborder avec les familles tous les aspects qui facilitent, donc la motivation, le soutien, et ceux qui font obstacle, donc les obstacles sociaux, médicaux, émotionnels, économiques, à la prise en charge de l'obésité. Donc, on peut penser au traitement médicamenteux obésogène, à l'accès limité dans les transports, à l'école, par exemple, pour les obstacles, et reconnaître surtout que le rebond pondéral, donc, ce n'est pas un échec. Il ne faut pas le voir comme un échec. C'est quelque chose qui est attendu, c'est une conséquence naturelle, puisque l'obésité est une maladie chronique. Et non, pas en dernier lieu, c'est très important d'offrir des ressources aux familles en termes d'éducation et aussi les aider à trouver, à consulter les services appropriés, pluridisciplinaires, organiser un suivi périodique et à long terme. Je voulais vous parler aussi, comme autre ressource et stratégie qui peut être proposée. Il s'agit de Mon Poids Ma Santé. C'est une cartographie de professionnels de la santé. Donc, l'association Expertise Obésité dont je vous parlais au tout début, c'est l'expression d'une communauté d'experts avec une expérience vécue de l'obésité. Ce sont des conseillers et des usagers patients partenaires en obésité. Et un de nos projets, notre premier projet, c'est un partenariat avec la plateforme pour répondre à un besoin de parcours de soins bienveillants, non stigmatisants, pluridisciplinaires et centrés sur la personne. Donc, cette cartographie, c'est une cartographie interactive de professionnels de la santé sensibilisés à l'écoute des personnes en situation de surpoids et d'obésité. Et le site a publié une charte éthique qui a été co-construite avec des professionnels et des patients. Et en fait, pour avoir un très bon argument qui nous fait porter, en fait, en tant qu'ambassadeur, ce projet, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes 10 millions en France en situation d'obésité, rien que pour les adultes, et très peu sont pris en charge par des spécialistes en obésité. Alors, ce type de plateforme-là répond à ce besoin pour le grand public, pour éviter l'errance médicale et pour aider à lutter contre la stigmatisation.
Donc, si vous êtes un professionnel de la santé, vous pouvez vous inscrire sur la plateforme et donc faire partie de cette communauté engagée contre la stigmatisation et sensibilisée aux soins de l'obésité. Une autre ressource que je vous invite à regarder, et puis vous avez le QR code que vous pouvez tout de suite scanner, ou alors le lien où vous pouvez vous procurer ce livre. En fait, il s'agit d'un outil pédagogique en consultation. Le livre Maman, c'est quoi l'obésité? C'est un livre illustré pour mettre en scène une communication souhaitable entre un parent et son enfant au sujet de l'obésité. Alors, à la base, c'est l'association portugaise contre l'obésité infantile qui a créé ce support et qui l'a traduit dans pas mal de langues et qui a été donc après lancé par la Coalition européenne des personnes vivant avec une obésité. Vous voyez, on a des dessins inclusifs, on a en fait peu de texte, mais vraiment qui représentent la base d'une communication bienveillante, d'un amour inconditionnel pour son enfant et donc d'un développement favorable d'une jeune qui est en situation de surpoids ou d'obésité. Et en fait, pour conclure ma présentation, les quelques messages à emporter, vous voyez, j'ai mis en grand le langage et le fait, donc je reprends ce que Rudy Kaye a dit concernant le mot obèse, qu'on dise les obèses ou les patients obèses ou les enfants obèses, c'est vraiment délétère. Ça a été prouvé par des études que c'est délétère pour la santé. Donc, utiliser un langage adapté, centré sur la personne, un enfant, un adolescent en situation de surpoids, en situation d'obésité, ou simplement pour faire plus court en obésité, c'est bien mieux et c'est respectueux pour la personne pour ne pas l'identifier en fait à une maladie, à un état de santé. On est beaucoup plus qu'une maladie. Et donc, dans ce sens, il faut cultiver cette vigilance particulière, être empathique, être neutre, bienveillant, comme pour toute autre pathologie chronique. Vous avez bien vu la différence entre l'image que Rudy a présentée au début avec ce qu'on pense de l'obésité et ce qu'on pense de l'asthme. Non, il faudrait que ce soit la même chose, toutes les maladies chroniques. Et aussi, évidemment, s'appuyer sur des associations de patients, sur les patients partenaires dans votre pratique. En ce qui concerne la communication, les images sont aussi importantes si vous faites des communications avec des images représentatives de la diversité des corpulences non stigmatisantes. Et j'ai mis en ressources des banques d'images libres de droit qui sont à votre disposition pour ce faire. Aussi, on l'a vu, on l'a dit plusieurs fois, il faut accompagner les patients en décentralisant le soin de l'objectif de contrôle de poids. Déculpabiliser le patient, dépister, accompagner la stigmatisation internalisée et informer sur le caractère chronique de la maladie de l'obésité. Et surtout, très important, soutenir le bien-être psychologique et émotionnel des patients parce que ça passe par là. Et surtout, ne jamais oublier qu'au centre du soin, c'est la personne, c'est elle qui va pouvoir enclencher et assumer des changements de comportement favorables à la santé à long terme et donc donner la place à la médecine narrative et à l'alliance thérapeutique nécessaire. Donc, selon les principes et postures de l'éducation thérapeutique du patient. Et non, en dernier lieu, il faut absolument aider l'entourage proche dans la compréhension de son attitude, de la responsabilité qui lui incombe pour le bon développement et la santé de l'enfant et de l'adolescent suivi. Voilà, donc évidemment, les consultations doivent être empreintes d'une posture et d'un savoir-être bienveillant, non stigmatisant en toutes circonstances. Voilà, et pour finir, je vous remercie et je vous ai mis une belle photo d'un papa et de son enfant, telle que nous devrions utiliser dans les communications. Merci Alina, merci de ta confiance pour t'être livrée sur ton parcours, sur les outils proposés que vous retrouverez sur le site internet et effectivement l'importance encore une fois de la bienveillance de l'entourage des enfants dans les relations avec les adultes.
Je vous propose, si vous le souhaitez, de passer aux questions. Donc, n'hésitez pas à les indiquer donc, dans le chat. Je vais donc, me faire le porte-parole de certaines d'entre elles. Une des premières questions concernait la démission des parents dans la prise en soin de l'enfant. Euh, Quelqu'un nous évoquait le fait que très souvent, dans ce parcours de soins très complexe, les parents sont assez effacés. Alors, vous avez apporté effectivement chacun quelques explications sur la raison de cet effacement, de cette démission. Pouvez-vous compléter peut-être ou commenter cette remarque? Question difficile, hein. C'est vrai que c'est toujours, ça peut être toujours compliqué d'impliquer les parents. Après, voilà, c'est aussi dans la posture et peut-être effectivement d'être pas dans le jugement de leur comportement ou de leur style éducatif. Il y a quand même beaucoup d'outils hein, qui commencent à être utilisés sur la parentalité, sur les styles éducatifs, notamment dans des groupes d'éducation thérapeutique pour les parents d'enfants en situation d'obésité. Donc voilà, mais c'est vrai que après, je pense que tous les soignants le constateront ça, hein. Certains parents démissionnaires, je ne sais pas Rudy, si toi qui vois plus de patients peux compléter, mais voilà, le travail autour de la parentalité est primordial aussi dans la prise en soin de l'obésité. Oui, c'est ça, c'est aller vers de la parentalité positive. Euh, c'est pouvoir leur proposer cet espace aussi, parce que peut-être qu'ils l'ont perdu pour un certain nombre de raisons. Euh, Si finalement ils sont demandeurs de soins, c'est le moyen d'en parler avec eux et d'élargir le débat et pas rester effectivement bloqué sur la situation de l'enfant. C'est quelque chose de global, mais c'est sûr que s'ils sont démissionnaires et s'ils ne sont pas à l'initiative ou à l'engagement de cette démarche de soins, c'est difficile d'aller les chercher et de pouvoir les engager dans ce rôle qu'ils ont pu perdre. Oui, existe-t-il à votre connaissance, pour spécifiquement cette question de la parentalité, des actions qui sont faites pour accompagner les parents? Parce qu'effectivement, à votre niveau, chacun, vous rencontrez les parents lorsqu'ils ont déjà fait la démarche de venir vers vous. Et visiblement, quand bien même c'est le cas, ça reste difficile, voilà, de les associer étroitement. Est-ce que vous avez connaissance d'expériences, d'outils sur ce point-là? Lina nous parlait du livre euh, sur l'obésité dans la famille. Bah, comme je le disais, je sais qu'il y a beaucoup d'équipes des centres spécialisés obésité pédiatrique hein, qui ont créé des outils sur parentalité et essayer d'améliorer l'adhésion des parents. Voilà, après, c'est pas forcément des outils qui sont diffusés, c'est surtout des outils en interne, mais je pense que sur la plateforme Banco ou dans le cadre de l'Association nationale pour l'obésité pédiatrique, c'est des outils qui vont être diffusés et généralisés. Voilà, après, il y a aussi se rapprocher des instituts de la parentalité hein, qu'il y a dans chaque région et chaque département même, où c'est pas forcément focalisé sur le surpoids, l'obésité, mais où il y a beaucoup d'ateliers sur l'aide à la parentalité. Oui, effectivement, c'est un vrai sujet. Autre question concernant la formation initiale, notamment des soignants, mais j'imagine qu'on peut adapter cette question-là aussi à la formation de tous les éducateurs au sens large qui seront en lien avec les enfants. Y a-t-il aussi des initiatives? Comment mieux enseigner cette approche de la non-stigmatisation, de la bienveillance? Alors, aujourd'hui, on traite du sujet de l'obésité chez les enfants. On peut aussi parler d'autres stigmatisations sur d'autres différences. Moi, je peux dire un mot sur ce qui est du versant professionnel de santé chez les médecins. Il y a une dynamique actuelle dans l'enseignement qui vise à vraiment recentrer la formation sur l'abord de la personne, recentrer la médecine sur l'individu et on assiste de plus en plus à des formations initiales donc dans le cursus à être non stigmatisant, non jugeant vis-à-vis de toutes les stigmatisations qui peuvent exister. Je pense à des formations qui ont lieu
dans le deuxième cycle, qui sont faites par exemple par Christine Poitou-Berner à la PHP à Paris, ou professeur Émilie Montastier aussi, qui fait ça à Toulouse. Et puis, il y a des formations aussi qui sont plus accessibles en formation continue et pas en formation initiale, qui s'adressent aussi aux professionnels de santé, qui sont proposés comme le propose par exemple Vanessa Follop à Rouen, au Medical Training Center, ou comme on commence à le proposer aussi à Colmar, on a monté aussi en place cette formation qui, pour l'instant, est orientée vers des médecins, qui va s'orienter aussi en interne à la population soignante de l'hôpital, et qui s'ouvrira probablement ultérieurement à d'autres professions. J'aimerais compléter cette réponse en fait par le volet scientifique en fait, parce que pour moi une formation efficace à la stigmatisation liée au poids ne peut pas être faite si il n'y a pas une formation initiale suffisante en sciences de l'obésité. Or, actuellement, ce n'est pas le cas. Ça fait partie des principales propositions du rapport La Ville qui a été fait auprès du ministère de la Santé, notamment d'augmenter les heures de formation en formation initiale pour spécialiser en obésité et en nutrition. Donc, c'est aussi ça. Parce que si on sait que l'obésité est une maladie chronique, si on le reconnaît, du coup, la non-stigmatisation arrive comme conséquence directe. Oui, effectivement. Petite précision aussi, c'est vrai que quitte à être un peu complet, il y a plusieurs parts dans la stigmatisation qui vont qu'elle soit explicite ou implicite. La stigmatisation explicite est peut-être plus sensible à ce genre de formation, et pour qu'il y ait de l'implicite, on a probablement intérêt à conjuguer ces formations avec des processus d'apprentissage qui sollicitent les patients pour travailler l'empathie et réduire cette stigmatisation implicite. Oui, merci pour cette précision, Rudy. Une question autour du parcours de chirurgie bariatrique. Quelle position avoir lorsqu'un enfant souhaite se faire opérer pour trouver une solution à son problème, et que notamment dans des familles où l'obésité est présente, un membre de la famille a peut-être déjà eu ce parcours de chirurgie bariatrique. Si je peux dire un mot, quelle position avoir? On a en France beaucoup de chirurgie bariatrique, c'est autour de 40 000 interventions par an, qui sont principalement réalisées chez l'adulte, et la chirurgie chez l'enfant reste marginale et plutôt orientée sur les cas extrêmes ou particuliers qui nécessitent de toute façon une prise en charge pluridisciplinaire, une bonne connaissance de la famille et de l'enfant. Voilà, ça reste un outil de traitement de l'obésité qui n'est pas anodin, qui, oui, certes, est très efficace, mais dont les conditions de changement corporel induit, en particulier chez l'enfant, dans une période de construction du rapport au corps et du rapport à l'autre, a forcément des conséquences importantes. Alors, évidemment, les chirurgies en France concernent plutôt l'enfant autour de l'adolescence que l'enfant jeune. Ah. Pardon, je croyais que le son était coupé. Tu avais terminé ta phrase. Caroline ou Alina, vous voulez compléter sur cette question du parcours de la chirurgie bariatrique sur ces âges de transition? Oui, effectivement, hein, c'est tout à fait ce qu'a dit Rudy. C'est vrai qu'en France, la chirurgie bariatrique des mineurs est très rare et elle est uniquement pour les enfants en situation d'obésité complexe. En fait, il y a un guide parcours de la chirurgie bariatrique des mineurs de la Haute Autorité de Santé qui définit des critères très précis et qui recommande, enfin qui oblige normalement un parcours avant chirurgie d'au moins 1 an avec une prise en charge pluridisciplinaire, avec un suivi psychologique et un suivi aussi post-opération
très importants, donc c'est quand même très cadré. Voilà, après, avec la difficulté que cet encadrement était essentiellement fait dans le cadre des centres spécialisés obésité, qu'il y a certaines cliniques qui peuvent dévier et passer outre ce parcours, mais c'est quand même un parcours très cadré par des équipes qui sont formées et du coup qui accompagnent vraiment les familles dans ce sens. Et donc voilà, donc tout professionnel qui ont connaissance de ce parcours ne sauront donner les critères aux familles et il y a beaucoup d'enfants qui ne rentreront pas dans ces critères-là. Lorsqu'on est en recherche d'aide, il peut y avoir des déserts. Alors, on évoque les déserts médicaux, mais peut-être aussi des déserts en prévention ou en prise en charge précoce, en tous les cas. Aujourd'hui, nous sommes sur le territoire, pour ce qui nous concerne, de Nouvelle-Aquitaine. Y a-t-il éventuellement des informations à transmettre? Alors ben oui, effectivement, comme je disais un peu dans une de mes dernières diapos, on est vraiment en co-construction avec l'ARS Nouvelle-Aquitaine depuis ce début 2024 pour, on va dire, harmoniser l'offre de soins sur l'ensemble des territoires de Nouvelle-Aquitaine, puisque c'est vrai que le REPOP est uniquement en ex-Aquitaine pour le moment. Donc là, il y a un travail en cours pour étendre le réseau à l'ensemble du territoire de Nouvelle-Aquitaine et également pour qu'il y ait l'instruction inclut aussi un cahier des charges des centres spécialisés obésité où chaque centre spécialisé obésité devra avoir une activité pédiatrique pour pouvoir être labellisé centre spécialisé obésité. Donc, ce contexte va faire que aussi une activité hospitalière va se développer dans tous les CHU de chaque ex-région. Et c'est un travail qui n'est pas uniquement en Nouvelle-Aquitaine, puisque comme c'est une instruction nationale, chaque ARS se doit de proposer une offre de soins cohérente et harmonisée sur l'ensemble du territoire qu'elle couvre. Oui, tout à fait. Concernant une question peut-être un petit peu technique, concernant le microbiote, je vais la lire pour être certaine de bien la retranscrire. Voilà. Quel est donc le rôle du microbiote dans l'obésité et dans l'addiction au mélange sucre et graisse qui amène à l'obésité? Peut-être Rudy plus spécifiquement? Oui, alors le microbiote se révèle un maillon nécessaire, en tout cas, pour l'expression d'un certain nombre de choses dans l'obésité. La pathologie se révèle. On a beaucoup de corrélations, pas forcément de liens de causalité évidents qui ont été identifiés. On n'a pas encore de solution thérapeutique ou accessible en clinique, en tout cas. On a besoin encore, je pense, de travailler beaucoup de choses par rapport à ça. Mais en tout cas, il y a un lien, il y a un prisme au travers duquel certaines choses s'expriment sur l'alimentation et le comportement alimentaire ou le devenir du poids. Et pour compléter, en fait, ça aussi, ça fait partie des propositions du rapport à la ville concernant l'avenir de la recherche. Et on a besoin de beaucoup plus de moyens pour la recherche. Juste une information, la présidente actuelle de l'AFERO, donc de l'Association pour l'étude et la recherche de l'obésité, est Karine Clément, qui est spécialisée en microbiote. Donc, ce n'est certainement pas un sujet qui est laissé de côté. Alors, je vais poser encore 2 ou 3 questions pour pouvoir tenir le timing. Selon vous, donc au vu de toutes vos différentes présentations, et notamment une prise en charge diététique et sportive a peu d'impact sur le long terme, quel serait le parcours idéal et primordial si notre enfant est en situation de surpoids et d'obésité? Donc, en quelques étapes. On va peut-être être plusieurs à parler, mais moi, je voulais dire déjà l'écoute, ce qui est la première des choses quand on veut aider, quand on veut soigner. L'écoute, et puis cette dimension de retentissement psychosocial du poids, avec le risque de marginalisation et les conséquences que ça peut avoir en termes d'estime de soi, d'insatisfaction corporelle ou les risques de troubles de conduite alimentaire. Donc, c'est d'abord, la première chose, c'est ne pas nuire
et constituer un espace de recours empathique et bienveillant pour qu'il y ait, entre guillemets, un maximum de choses qui puissent s'exprimer et dans un deuxième temps permettre justement cette évaluation des possibilités, des choses à mettre en place. Est-ce que je vais prendre la parole en deuxième, je suis sûre que Caroline aura des choses à dire concernant la prise en soin, mais justement, puisque Rudy, toi tu parles de bienveillance et de l'attitude des soignants, en fait c'est un tout. Qu'est-ce que j'aurais voulu pour moi? J'aurais voulu aller chez le médecin et ressortir de chez le médecin, non pas triste, perdu et frustré avec un sentiment d'échec, mais avec un sentiment d'espoir et un sentiment de soutien. Donc, je pense que la première chose à faire, à la fois de la part des familles et des soignants, c'est en fait cette acceptation et cet amour inconditionnel. On aime nos enfants, peu importe leur corpulence et peu importe leur état de santé. Et l'obésité n'est pas un frein à ça. Et ça doit être très clair. Et aussi, déculpabiliser, détricoter cette stigmatisation intériorisée qui est acquise dès le plus jeune âge et qui fait énormément de mal dès le plus jeune âge et de manière très durable. Donc voilà, pour moi, c'est l'aspect psychologique qui prime dans un premier abord et qui est donc à chercher par l'ensemble des soignants. Caroline? Oui, bah, je pense que le principal a été dit. C'est vrai que selon moi, c'est une prise en charge globale finalement de toutes les vulnérabilités que j'ai présentées tout à l'heure. Si l'enfant n'est pas dans un contexte sécurisant, que ce soit dans un cadre éducatif adéquates, on va dire, ou dans des conditions de vie qui ne sont pas agréables, forcément, ça va être plus compliqué d'avoir envie de prendre soin de soi et de mettre en place des changements. Donc, effectivement, ça va être toute l'approche psychosociale et psychologique qui va être importante. Enfin, je vois mes collègues dans le centre spécialisé obésité pédiatrique, il y a beaucoup d'aide sociale, hein, finalement, que les conditions de vie de l'enfant soient bonnes et puis ensuite, on passe à des objectifs supplémentaires, mais je pense qu'effectivement, le côté social et psychologique est primordial. Et après, il y a des choses qui découlent et qui se mettent en place. C'est-à-dire que quand on maintient le contexte et l'intégration sociale, on maintient aussi l'accès peut-être à un mode de vie santé. C'est-à-dire qu'on permet à l'enfant de rester au sein de ses amis, d'avoir peut-être accès à une activité physique et d'être aussi mieux par rapport à lui-même. Peut-être qu'il améliore aussi on va dire, ses capacités s'il le peut et qu'il puisse identifier, exister, qu'il ait une identité sociale positive. Et ce qui permet aussi voilà, d'accéder à une meilleure santé, que ce soit alimentaire ou de mobilité. Oui, tout à fait. L'inclusion est essentielle. L'inclusion et le sentiment d'appartenance à un groupe et d'avoir les mêmes chances que les autres enfants est essentiel pour une prise en soin efficace à l'enfance. On a évoqué comme un des outils puissants dans une bonne prise en charge l'éducation thérapeutique du patient. Il est fait mention dans le chat qu'aujourd'hui, peut-être que les programmes ETP ne tiennent pas suffisamment compte de cette dimension de stigmatisation dans les programmes obésité, mais encore une fois d'ailleurs, ça pourrait être transversal polypatho. Avez-vous un commentaire par rapport à ça? Non? Je ne suis pas spécialiste de l'éducation thérapeutique du patient et je n'interviens pas beaucoup. Mais justement, je pense que les patients partenaires ont leur place dans ces parcours et que c'est là que nous pouvons intervenir pour parler de nos propres expériences, mais aussi pour co-construire en fait et pour faire le lien entre les équipes médicales et les patients au sujet de la stigmatisation. Qui de mieux que nous peut exprimer en fait cet aspect de stigmatisation, le traiter
et rendre compte et faire le lien et aider tout le monde en fait à trouver sa place que les patients partenaires. Philippe, peut-être, tu veux rebondir sur ce point spécifique. Non, je pense que tout a été dit et je suis pas un grand spécialiste, donc Non, concernant la place de la dimension de la stigmatisation dans les programmes ETP. Et comment peut-être ce webinaire est notamment un levier. Pour nous, c'est aussi une piste à offrir aux acteurs de l'ETP pour se saisir de ce sujet-là et creuser évidemment ensuite. Ça m'évoque, et merci de me tendre la perche, Alina, je comptais en parler en conclusion, le fait que la plateforme Etna vient de lancer un collectif d'usagers partenaires en projet de santé. L'idée est de pouvoir euh, référencer les compétences des partenaires sur différents projets de santé, ETP, mais pas que, accompagnement du malade, prévention, voilà, dans différentes dimensions. En cela, sur ce site collectif-santé.fr, vous allez retrouver donc une CVTech. Il y a également des ressources qui tournent autour du partenariat en santé. Et l'idée, évidemment, c'est de pouvoir mettre en relation des professionnels qui cherchent des usagers partenaires compétents. Et on a vu dans le chat que certains avaient des compétences multiples et variées qu'ils mettaient à disposition de projets collaboratifs. On peut vous remettre dans le chat le lien vers le site collectif-santé.fr. On arrive au terme de ce webinaire. Je tiens à remercier les intervenants pour la qualité de leur présentation, pour tout le travail mené depuis plusieurs semaines à la construction de ce webinaire. On espère, pour ceux qui sont encore avec nous, que cela vous a été utile. Je répète que vous retrouverez les présentations et les références bibliographiques sur notre site internet. N'hésitez pas évidemment à transmettre cette information autour de vous pour vos collègues ou tous vos partenaires qui n'ont pas pu y assister. Et on espère que cela éclairera vos réflexions sur vos pratiques. Nous vous remercions beaucoup et on vous dit à très bientôt. Le prochain webinaire sera probablement en octobre sur la question de la qualité du sommeil des personnes atteintes de maladies chroniques. Au revoir. Merci à tous.